Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va tester cette petite chose, la 7900 XTX, plus de 9 mois après sa sortie. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors la 7900 XTX, eh bien c'est une carte que j'ai mis beaucoup trop de temps à tester, on est bien d'accord, mais vu que le prix de la carte a baissé de pas loin de 20% depuis sa sortie, je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir où elle se place actuellement. Et donc RDNA 3, c'est clairement une architecture qui pour moi n'a pas la même aura ou sympathie que n'avait RDNA 2, qui était vraiment un très bon cru, je trouve, pour AMD. Et je pense que pour pas mal de monde, on était quand même assez déçus, surtout au moment des premiers tests pour les RX 7000. Et en fait, c'est en grande partie aussi de la faute d'AMD qui nous avait annoncé mieux que ce qu'on a eu un mois avant la sortie des cartes. Et donc que ce soit au niveau des performances ou même par exemple de l'efficacité énergétique. Et vu que le produit final était en dessous des attentes, les prix qui avaient été annoncés étaient du coup forcément un petit peu moins sympathiques que si AMD avait été au niveau de ce qu'ils avaient eux-mêmes annoncé. D'où une certaine déception à la sortie, et celle de pas mal de monde aussi. Et c'est vrai que c'est d'autant plus dommage, parce qu'AMD avait clairement un boulevard pour s'attirer la sympathie des acheteurs, et peut-être de nouveaux clients, à un moment où Nvidia était clairement parti sur une augmentation des tarifs quand même assez exceptionnelle, avec quasiment un x2 chez nous par exemple pour la gamme 80. Donc bref. Pour RDNA 3 et donc ce Navi 31 qui nous intéresse aujourd'hui, AMD a fait le pari quand même assez audacieux à la fois de produire une nouvelle architecture avec plein de nouveautés, de la porter sur un nouveau process de fabrication et en plus d'en faire une architecture à base de chiplets. Et ça fait quand même pas mal de changements très importants d'un seul coup. Et c'était peut-être quelque part un petit peu trop de changements d'un seul coup en fait. Et je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros d'ordinaire, les cartes graphiques sont produites en une seule puce dite monolithique, comme toutes les Radeon ou GeForce jusqu'ici. Et pour schématiser, les chiplets, c'est comme si vous découpiez votre puce monolithique traditionnelle en plusieurs petites puces. On utilise ensuite différentes techniques pour les assembler et les faire communiquer ensemble. Et vu qu'AMD a connu un beau succès du côté des chiplets avec les processeurs, avec les Ryzen, et donc aussi accumuler une certaine expérience, c'est pas vraiment hyper surprenant que AMD soit les premiers à se lancer dans le bain pour les GPU à base de chiplets. Mais les chiplets pour les cartes graphiques gaming, c'est beaucoup plus complexe à faire fonctionner correctement que pour les processeurs, puisqu'on le sait, un des gros problèmes pour le gaming, c'est la latence. Et faire transiter les informations entre les différentes puces comparé à du monolithique, ça a un coût à la fois du côté de la consommation et aussi de la latence. Donc d'emblée, une architecture à base de chiplets, ce sera tout de suite un petit peu moins efficace qu'une puce en monolithique classique. Pour ce qui est de la latence, ça semble plutôt bien se passer et on n'observe pas vraiment de désagrément à l'usage. Donc de ce point de vue-là, je dirais que c'est plutôt une réussite. Mais pour la consommation, alors AMD nous avait annoncé 50% de gain en efficacité énergétique entre RDNA 2 et RDNA 3, et clairement, on se demande où ils sont passés, c'est pas du tout ce qui s'est passé et ce qu'on a au final. Et de ce qu'on a entendu dire, de différents bruits de couloir, depuis la sortie des cartes, RDNA 3 a clairement eu un ou des problèmes qui font que les performances ne sont tout simplement pas au niveau qui était attendu. Mais du coup, la question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi les chiplets, si ça pose autant de problèmes, et si c'est si complexe que ça, c'est que théoriquement, les chiplets, alors ça a des inconvénients, mais ça a aussi bien évidemment des avantages, surtout en ce qui concerne les coûts de production. Le prix des galettes de silicium chez les fondeurs sont de plus en plus élevés, et l'idée ici pour AMD, c'est qu'en coupant les GPU en plusieurs petits blocs,
stock, on ne garde plus que le plus important pour les performances sur le process de fabrication le plus coûteux et le plus avancé. Ici, c'est ce qu'il s'appelle le JCD, avec les corps qui sont sur le 5N de chez TSMC, et les contrôleurs mémoire, les MCD, qui sont plus secondaires et qui scalent moins bien avec des process de fabrication plus avancés, eux sont produits sur le 6N de chez TSMC, et en plus de ça, les MCD sont communs entre Navi 31 et Navi 32, ce qui permet aussi d'utiliser ceci sur différents produits, ce qui est plutôt ingénieux, et ça permet d'économiser pas mal d'argent. Donc ce découpage, ça permet de faire des puces de taille modérée sur le process le plus coûteux, et donc d'économiser à la fois sur les coûts de production, mais aussi sur les capacités de production, puisqu'en plus AMD a aussi fait le choix d'utiliser le plus de process de fabrication possible pour cette génération, tout simplement pour ne pas se retrouver avec tous les produits sur les mêmes lignes de prod, comme ça avait été le cas sur la génération précédente, avec un gros embouteillage sur le 7N de chez TSMC par exemple. Et c'est pour ça que l'on retrouve par exemple le Navi 33 de la RX 7600, qui est lui en monolithique et en 6N pour l'entrée de gamme. Donc bref, RDNA 3, c'est à la fois une architecture ambitieuse, innovante, mais qui se voulait aussi économique, principalement pour AMD, puisqu'en ce qui nous concerne, la réduction des coûts, on l'a pas vraiment vu sur les tarifs des cartes jusqu'ici, mais c'est tout de même un bel exploit, je trouve, de la part d'AMD d'avoir réussi à faire fonctionner ce type de produit, même si ça n'a pas été sans problème, et on les verra un petit peu par la suite. Sinon, au niveau des nouveautés pour RDNA 3, alors on retrouve une amélioration des RT Core et l'ajout des fonctions intelligence artificielle également. Au niveau des corps, AMD avait aussi fait passer les corps en dual issu, ce qui fait que normalement pour le compute pur, on a un doublement théorique des corps, par contre ça ne se traduit pas par un doublement des performances en jeu, et ça demande que les développeurs prennent en compte aussi cette spécificité, et ça concrètement, ça a plus de chances d'arriver ou d'avoir un impact du côté professionnel que dans le gaming. AMD a également revu son encodeur avec l'ajout de l'encodage de l'EV1 en hardware, et on attend toujours que les plateformes de streaming prennent ça en charge en dehors de YouTube. Du côté du H264 et H265, pas de grosse évolution vis-à-vis de RDNA 2, tout en sachant qu'AMD avait légèrement amélioré le rendu de son encodeur assez tard sur la génération précédente, mais il y avait eu un petit gain. Point de vue streaming, Nvidia a du coup toujours un léger avantage actuellement sur le H264, mais je dirais que cet avantage sera forcément moindre quand on passera sur la V1. Un jour peut-être, le plus rapidement possible on espère. Sinon, la carte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la XFX Merc 310 Black. Alors j'avais choisi celle-là car c'est souvent tout simplement une des moins chères qu'on retrouve en custom. Et c'est un beau bébé, niveau dimension, on est sur 34,4 cm en longueur, 12,8 en largeur, et en épaisseur c'est du triple slot, et on est sur pas loin de 1,8 kg pour le poids. On retrouve 3 ventilateurs et une backplate en métal plutôt robuste. Pour ce qui est du look, alors ça plaira pas à tout le monde. Perso, j'avoue ne pas être vraiment hyper fan du look appareil à croque-monsieur pour la backplate. Mais bon, chacun se fera son avis sur le style. Au niveau température, c'est plutôt bon. La carte tourne aux alentours des 60-65 degrés en charge. Par contre, c'est au prix de nuisances sonores quand même assez élevé, puisque la courbe de ventilation est vraiment hyper agressive. Dès qu'on passe au-dessus des 65 degrés, les ventilos s'emballent en fait, et ça en fait une carte plutôt bruyante à stock, et clairement, il y avait moyen de faire mieux pour la courbe de ventilation en laissant la carte chauffer un petit peu plus. Il y a aussi un double BIOS, dont un BIOS Max Power, qui passe de 327 à 339 watts, ce qui est assez anecdotique, d'autant plus que la carte consomme bien plus, quoi qu'il arrive. Et je vous déconseille quand même assez fortement le BIOS Power, pour vos oreilles principalement, puisque la carte du coup est encore plus bruyante avec ce BIOS là, vu que ça rend la courbe de ventilation encore plus agressive, pour très peu de gains en perf. Donc je vous conseille vraiment, je dirais, de laisser la carte avec son BIOS normal, si vous utilisez la carte à stock, et si vous n'êtes pas prêt à bidouiller un petit peu. Niveau codectique, on est sur du 3x8 pins pour l'alimentation, et pour les sorties vidéo, on est sur un HDMI 2.1A et 3 DisplayPort 2.1, ce qui est un avantage par rapport au DP 1.4 sur les RTX 4000. Niveau garantie, chez XFX, on est sur une garantie de 3 ans, ce qui est plutôt correct là aussi. Donc dans l'ensemble, je trouve que la carte de XFX est plutôt bien construite, mais c'est quand même assez dommage que ce ne soit pas plus silencieux sans bidouiller un petit peu les courbes de ventilation. Mais je dirais qu'en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à redire. Je trouve que c'est du plutôt bon matos. La carte fait quand même plutôt solide quand on l'a. Je trouve que c'est plutôt qualitatif. Sinon, en ce qui concerne le test d'aujourd'hui, alors on est sur la nouvelle plateforme avec le 7800X3D. Tous les chiffres sont à jour. On a 15 jeux, dont la plupart sont très récents. 4 résolutions, le ray tracing.
On a aussi des tests avec upscaling, plus de détails dans la description de la vidéo pour la config, le protocole de test et les cartes et tout ça, comme d'habitude. Et comme je l'ai fait dernièrement, alors je vais pas commenter tous les slides aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup trop, je vais en commenter une partie, mais tous les slides seront présents dans une vidéo à part, pour ceux que ça intéresse. Le lien sera là aussi dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent supporter la chaîne, les slides sont aussi dispo sur la page Ko-fi que j'ai lancée dernièrement. Et merci à ceux qui le font, hein, ça aide concrètement la chaîne. Et si vous voulez voir du coup les slides à tête reposée, c'est là que ça se passe. Donc bref, allons voir maintenant ce que ça donne du côté des performances. Alors je voulais toucher un petit peu vite fait les performances en applicatif pour la 7900 XTX. Pour l'instant, sous Blender, comme on peut le voir ici, les cartes d'AMD, ça reste quand même assez compliqué puisque la 7900 XTX fait moins bien, par exemple, qu'une RTX 4060 Ti. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'AMD est en train de bosser pour porter les instructions ROC M sous Windows. Et normalement, sous Blender, quand le benchmark sera mis à jour et tout ça, avec les drivers également, on devrait avoir de bien meilleures performances de ce côté-là avec les Radeon. Pour l'instant, en l'état, on n'est pas terrible, faut bien l'avouer, mais ça devrait s'améliorer dans le futur, donc c'est quelque chose à garder à l'esprit malgré tout. On passe ensuite du côté du gaming avec Plectel Requiem en 1080p. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en 1080p, la 7900 XTX ici fait jeu égal avec la 4080. C'est un jeu qui d'ordinaire fonctionne mieux sur les cartes d'NVIDIA que sur les cartes d'AMD. Donc ici, les cartes sont à égalité. On voit que la 4090 est un bon cran au-dessus malgré tout. En 1440p, par contre, on voit que la 7900 XTX commence à prendre un léger avantage par rapport à la 4080. La 4090, elle, reste clairement un bon cran au-dessus ici aussi. En 3440 par 1440, ça change pas grand-chose. La 7900 XTX garde toujours un petit avantage par rapport à la 4080 ici. La 4090 reste un bon 20% au-dessus, sans grande surprise. Et une fois qu'on arrive en 4K, eh bien la 7900 XTX est quand même environ 10% plus performante que la 4080, ce qui n'est tout de même pas rien. Par contre, c'est vrai aussi que la 4090 reste plus de 25% plus performante sur ce titre-là. Donc la 7900 XTX, en rasterisation ici, ça se débrouille quand même plutôt pas mal. Mais c'est vrai que la 4090 reste malgré tout un bon cran au-dessus. Et une fois qu'on active le ray tracing, alors ce qu'on peut observer, c'est que la 7900 XTX fait maintenant plus ou moins jeu égal avec la 4070 Ti, ce qui n'est vraiment pas si mal que ça, je trouve, pour la 7900 XTX. Alors AMD est toujours clairement en retard du côté du ray tracing. On est clairement maintenant en dessous de la 4080 et on est très très loin de la 4090. Donc on a quand même une jolie évolution, je trouve, du côté des performances en ray tracing par rapport à la génération précédente. On enchaîne avec un jeu qui vient de sortir, Baldur's Gate 3 en 1080p. Bon, on peut voir que toutes les cartes s'en sortent très très bien. Même la 1080 Ti, on est au-dessus des 100 FPS de moyenne. C'est très confortable, quoi qu'il arrive sur ce type de jeu, on n'a vraiment pas besoin de 300 FPS par exemple. Malgré tout, ce qu'on peut observer, c'est qu'au niveau des 1%, les cartes de chez AMD font légèrement moins bien que les RTX ici. En 1440p, pas de gros changements, la 4090 reste clairement devant toutes les autres. La XTX et la 4080 sont toujours au coude à coude. En 3440 par 1440, pas de gros changements là non plus. C'est exactement le même classement qu'en 1440p. Et une fois qu'on passe en 4K, ça devient quand même beaucoup plus lourd pour la plupart des cartes. On voit que la 1080 Ti est clairement passée maintenant sous les 60 FPS. La 7900 XTX et la 4080 sont toujours au coude à coude. Et la 4090 reste très clairement devant. On enchaîne avec Cyberpunk en 1080p détail élevé. Alors ce que l'on peut voir ici, c'est que la 7900 XTX fait légèrement mieux que la 4090. Alors ça s'explique parce que les drivers sont légèrement plus lourds chez Nvidia que chez AMD, ce qui permet assez régulièrement en 1080p aux cartes d'AMD de tirer un petit peu plus leur épingle du jeu. Et donc c'est vrai qu'ici, par rapport à la 4080, on est quand même un petit cran au-dessus. Par contre, dès qu'on passe en 1440p, la 4090 repasse clairement devant. Et là, la 7900 XTX se rapproche beaucoup plus de la 4080. Entre 1440 par 1440, ça change pas grand chose, si ce n'est que la 7900 XTX marque un écart un petit peu plus marqué avec la 4080 ici. Et une fois qu'on arrive en 4K, pas de grosse surprise, la 4090 reste très clairement devant, là où la 7900 XTX et la 4080 sont quand même un bon cran en dessous. Malgré tout, je trouve que la 7900 XTX s'en sort plutôt pas mal. Par contre, si on active le ray tracing, ici en 1440p, on voit très clairement que la 7900 XTX est beaucoup plus en difficulté que la 4080 et la 4090, et ici on est même encore en dessous par rapport à la 4070 Ti. Alors c'est un des jeux les plus lourds du côté du ray tracing, puisqu'ici la 7900 XTX fait plus ou moins jeu égal avec la 4070. Et une fois qu'on passe en 4K avec ray tracing d'activer, alors toutes les cartes sont à la peine, même la 4090, on est à peine aux alentours des 40 FPS de moyenne, c'est très très compliqué.
Ici, la 7900 XTX fait plus ou moins jeu égal avec la 4070 Ti. Toutes les cartes s'effondrent, de toute façon c'est quasiment upscaling obligatoire pour avoir quelque chose de jouable. On enchaîne ensuite avec Fortnite en 1440p détail élevé, sans nanite et sans lumen. Donc c'est le jeu plus ou moins brut comme il était auparavant sous Unreal Engine 4. Ce qu'on peut observer ici, bon, c'est que la 7900 XTX et la 4080, c'est plus ou moins la même chose, la 4090 reste devant, je dirais ça c'est le classement classique. Et en 4K, ben là aussi, hein, la XTX et la 4080, c'est quasiment égalité, la 4090 reste un bon cran devant, c'est plutôt un bon score malgré tout pour la 7900 XTX ici. On voit que sous l'Unreal Engine 5, ça se passe pas trop mal. Et si on active maintenant Nanite et Lumen avec le Ray Tracing Hardware sur Fortnite, alors on voit que la 4080 et la 7900 XTX sont toujours au coude à coude, donc on voit que sur ce titre-là, avec le Ray Tracing d'activer, ben la 7900 XTX s'en sort vraiment plutôt pas mal, puisque ça fait jeu égal avec la 4080. Par contre, une fois qu'on passe en 4K, là la 4080 reprend un petit peu l'avantage, mais je trouve quand même que la 7900 XTX se débrouille pas si mal que ça. Là, elle se retrouve en face de la 4070 Ti, ce qui est quand même plutôt honorable. La 4090 reste intouchable, bien évidemment, mais je trouve que c'est vraiment pas si mal que ça. On passe ensuite sur Forza Horizon 5 en 1440p. Alors, c'est important de rappeler que c'est un des jeux où AMD a mis à jour dernièrement ses drivers pour améliorer les performances sur RDNA 3, puisque jusqu'ici, les 7900 étaient quand même en grande difficulté sur le titre, elles faisaient à peine plus ou moins jeu égal avec les 6950 XT de la génération précédente. Là maintenant c'est réglé, on voit que la 7900 XTX s'en sort plutôt pas mal puisqu'elle fait quasiment jeu égal avec la 4090 ici, et elle a même un avantage au niveau des 1%. Par contre, une fois qu'on passe en 4K, bon, on peut voir que la 7900 XTX est légèrement derrière la 4090, mais ici elle est très clairement plus proche de la 4090 que de la 4080. Et c'est vrai que dans les jeux de voiture, les Radeon s'en sortent souvent plutôt pas mal. Donc ici, ben, c'est un très bon score pour la 7900 XTX, et c'est très clairement ce qu'on aurait aimé voir dans beaucoup plus de jeux. C'est dommage que ce soit pas le cas plus souvent. On passe ensuite sur un jeu qui est sorti dernièrement, Ratchet & Clank Rift Apart, en 1440p détail élevé. Alors, comme on a déjà pu l'observer lors de ma vidéo dédiée au jeu, ben c'est vrai que les GeForce ne sont pas spécialement à la fête avec Direct Storage à l'heure actuelle. Ça reste compliqué et les Radeon sont clairement plus stables au niveau de leur performance, ce qui fait que les 1% sur la 7900 XTX sont très clairement au-dessus par rapport à la 4090 et à la 4080. Il n'y a pas photo ici. En 4K, par contre, eh bien, on voit que la 4090 repasse devant. La 7900 XTX reste malgré tout quand même un petit cran au-dessus de la 4080 ici. Ça se passe vraiment plutôt pas mal hein, pour la carte d'AMD. Alors AMD a également mis à jour ses drivers, et il y a aussi eu des mises à jour du jeu. Maintenant, on peut utiliser le ray tracing sur le titre avec les cartes d'AMD, ce qui n'était pas possible lorsque j'avais fait mon test. Et bien je trouve que comme on peut le voir ici, hein, en 1440p, en détail élevé, avec ray tracing activé, bah la 7900 XTX s'en sort vraiment pas si mal que ça, les performances sont tout à fait honorables. On fait plus ou moins jeu égal avec la 4070 Ti, ce qui est, je trouve, un plutôt bon score pour la carte d'AMD. Alors très clairement, hein, la 4090 est largement au-dessus, on est à plus de 50% d'écart, la 4080, on est à 20% d'écart, hein, plus ou moins, mais c'est vrai que je trouve que pour AMD, c'est pas trop mal ici. En 4K, ben, c'est plus ou moins la même chose qu'en 1440p, la 7900 XTX est au niveau de la 4070 Ti, c'est pas mal du tout, même si évidemment la 4090 reste dans un tout autre monde, et la 4080 est un petit cran au-dessus. Autre titre, Unreal Engine 5 qui est sorti dernièrement, eh bien c'est Remnant 2 en 1440p détail élevé. Alors ce qu'on peut voir, eh bien c'est qu'ici, la carte d'AMD fait légèrement mieux que la 4090. Bon alors c'est anecdotique, hein, c'est plus ou moins exactement la même expérience de jeu, mais avantage quand même pour la XTX ici, et c'est très clairement au-dessus de la 4080. Et c'est quand même pas un petit écart, hein, puisqu'on est quand même aux alentours des 30% d'écart, donc c'est une belle performance ici pour la XTX. Et en 4K, eh bien l'écart se maintient, la 7900 XTX fait toujours jeu égal avec la 4090 tout en étant tout légèrement devant, mais on va dire qu'on est quasiment à la marge d'erreur. Par contre, c'est vrai que par rapport à la 4080, on est très clairement un cran au-dessus. Alors c'est un jeu qui reste malgré tout vraiment très lourd, et pourtant il n'y a même pas de ray tracing sur le titre. Et j'ai également testé du coup avec les upscalers. Alors ce qu'on peut noter ici, c'est qu'avec le FSR2, ben, les performances sont quand même bien meilleures en mode balanced. Par contre il y a un problème avec le FSR2 sur le titre, c'est que la qualité visuelle est vraiment pas terrible. Donc si vous jouez à Remnant 2 avec une carte d'AMD, ben, il vaut mieux utiliser le XeSS d'Intel, ça marche mieux, la qualité d'image est bien meilleure, et c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus, ben, c'est tout simplement que le XeSS, avec sa dernière version,
offre une meilleure qualité d'image que le FSR et des performances similaires. Ça devient de plus en plus régulier. Utiliser plus le XeSS avec les cartes d'AMD que le FSR à l'heure actuelle, c'est juste mieux au niveau de la qualité d'image. Par contre, ce que je trouve aussi impressionnant ici, c'est que la 7900 XTX, avec le FSR en mode balanced, au niveau des performances, on n'est pas très loin de la 4080 avec le DLSS 3 activé. Donc c'est vraiment de très bonnes performances ici pour la XTX. On enchaîne ensuite avec Resident Evil 4 Remake, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Là, ce qu'on peut voir, c'est que la XTX fait légèrement mieux que la 4080, mais c'est globalement la même expérience de jeu. La 4090 reste devant. En 4K, l'écart se creuse un petit peu plus entre la 4080 et la 7900 XTX, et la 4090, comme très régulièrement, termine quand même un bon cran au-dessus par rapport aux deux autres. Et si on active le ray tracing, et bien là ce que l'on peut noter c'est que la 7900 XTX fait plus ou moins jeu égal avec la 4080. Alors c'est un jeu sponsorisé AMD, le ray tracing sur le titre, pour moi il sert pas à grand chose, je préfère même le rendu sans le ray tracing sur le titre. Donc bon, c'est intéressant de noter malgré tout qu'ici ça se passe plutôt pas mal pour la 7900 XTX, même si la 4090, comme bien souvent, sans surprise, elle reste un bon cran au-dessus. Et en 4K, c'est assez rare pour être souligné, la XTX fait mieux que la 4080 sur le titre, donc c'est très clairement un moteur et un jeu qui réussit fortement aux cartes d'AMD, c'était déjà le cas sur la génération précédente avec Resident Evil Village par exemple, donc ici la XTX s'en tire vraiment très bien. Et on passe ensuite sur Star Wars Jedi Survivor, la 7900 XTX s'en sort plutôt pas mal, on est très légèrement devant la 4080, la 4090 reste intouchable. En 4K, l'écart se creuse un petit peu plus avec la 4080, ici très clairement la XTX est au-dessus. On est quelque part entre la 4090 et la 4080, c'est plutôt pas mal pour la carte d'AMD. Une fois qu'on active le ray tracing, alors là c'est un petit peu plus lourd par rapport à Resident Evil 4 par exemple, puisqu'ici la XTX finit derrière la 4080, la 4090 reste intouchable avec toujours plus de 50% d'écart en ray tracing, c'est quand même assez massif. Et en 4K, ça bouge pas beaucoup. La 7900 XTX reste toujours légèrement derrière la 4080, mais ça reste un niveau de performance très honorable, c'est même plutôt pas mal pour la XTX je trouve. La 4090 est très clairement largement devant. Et enfin on termine avec The Last of Us Part 1, là aussi c'est un jeu qui a été patché dernièrement au niveau des drivers pour RDNA 3, c'est mieux que ça ne l'a été pendant un bon moment. Là maintenant la carte d'AMD s'en sort vraiment plutôt pas mal. On est entre la 4080 et la 4090, c'est vraiment un très bon niveau de performance. Et une fois qu'on passe en 4K, je dirais que les écarts se maintiennent. La 7900 XTX est quasiment pile poil entre la 4090 et la 4080. Je trouve que c'est vraiment un très bon résultat ici. On passe du coup sur le récap dans les 15 jeux en 1080p en rasterisation. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que la XTX fait plus ou moins jeu égal avec la 4090. On est très légèrement derrière au niveau de l'average. Par contre, au niveau des 1%, les deux cartes sont vraiment quasiment au même niveau. Alors ça s'explique, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, par le poids des drivers qui est plus léger pour la XTX, ce qui lui permet d'avoir souvent un léger avantage par rapport aux cartes d'NVIDIA. Donc c'est vrai que quoi qu'il arrive, c'est pas des cartes qui sont faites pour jouer en 1080p, même si on peut le faire, on voit qu'on peut s'en sortir vraiment très bien avec des cartes beaucoup moins chères. Puisque même encore à l'heure actuelle, la GTX 1080 Ti est pas très loin des 100 FPS de moyenne, même sur un panel de jeu très récent. Si on active le ray tracing, alors c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour la XTX, malgré tout, comme on peut le voir, on est à un niveau de performance similaire en moyenne à celui de la 4070 Ti, ce qui je trouve est vraiment très honorable et très exploitable. En 1080p ray tracing, il n'y a pas trop de problème pour la XTX à l'heure actuelle. Une fois qu'on passe en 1440p en rasterisation, alors ce que l'on peut noter c'est que l'écart se creuse un petit peu plus avec la 4090, puisque maintenant celle-ci est à plus de 10% d'écart. La 4080 par contre, l'écart se creuse un petit peu plus également, puisqu'ici on est à plus de 5% d'écart en faveur de la XTX. Donc en rasterisation, c'est vrai que la carte d'AMD s'en sort vraiment plutôt pas mal. Par contre, là aussi, on voit que les cartes se promènent littéralement en 1440p, et on voit que des cartes beaucoup moins chères, encore une fois, la 6800 XT ou même la 4070 s'en sortent tout à fait correctement en 1440p, et on est largement au-dessus des 100 FPS de moyenne pour les deux cartes, et on voit que même la 1080 Ti s'en sort toujours plutôt honorablement, puisqu'elle tourne aux alentours des 60 FPS de moyenne, sur un panel de jeu très récent dans l'ensemble. Et une fois qu'on active le ray tracing, sans grande surprise, la 4090 éclate toujours tout le monde. On voit que là, la 7900 XTX est légèrement derrière la 4080 et on se retrouve plus ou moins en face de la 4070 Ti encore une fois. En 3440 par 1440, en rasterisation, les écarts se creusent un petit peu plus avec la 4080, puisqu'ici la 7900 XTX finit
8% au-dessus, ce qui n'est pas négligeable. Pour une carte qui est quand même moins chère, en rasterisation, c'est vrai que la XTX s'en sort plutôt bien. Par contre, l'écart avec la 4090 se creuse également, puisque celle-ci est maintenant pas très loin des 15% d'écart par rapport à la XTX. Et l'écart, comme vous vous doutez, va s'amplifier encore plus une fois qu'on arrivera en 4K. En 3440 par 1440 avec Ray Tracing d'activer, je trouve que la XTX s'en sort toujours relativement correctement avec à 80 fps de moyenne et des 1% aux alentours des 60, c'est vraiment pas si mal que ça. On est légèrement au-dessus de la 4070 Ti, c'est vraiment, je trouve, un niveau de performance très honorable pour la XTX. Et une fois qu'on arrive en 4K, bon là, très clairement, la 4090 prend le devant, puisqu'on est au-dessus des 20% d'écart par rapport à la 7900 XTX, et on est quasiment aux 144 fps de moyenne, ce qui est vraiment un très bon score pour la 4090. Là, ici, dans la plupart des jeux, la 7900 XTX ne peut tout simplement pas lutter. Par contre, l'écart avec la 4080 est ici encore un petit peu plus marqué, puisqu'on est au-dessus des 10% d'écart entre les deux cartes, donc en rasterisation, c'est vrai que la 7900 XTX, c'est vraiment du plutôt bon matos. Et par rapport à la 6800 XT, qui elle est légèrement au-dessus des 60 fps de moyenne, la 7900 XTX, on est quand même 66% plus performant en moyenne, ce qui est vraiment un écart significatif en 4K. C'est vrai qu'il y a une belle évolution par rapport à la génération précédente, même si la 6800 XT c'est évidemment pas la carte la plus performante d'AMD. Par rapport à la 6950 XT, on serait plus ou moins proche des 50% d'écart entre les deux cartes. Et une fois qu'on active le Ray Tracing en 4K, la 7900 XTX, on est en dessous des 60 fps de moyenne. Malgré tout, je trouve que la carte d'AMD se défend pas si mal que ça. Certes, la 4080 est au-dessus, mais elle est à peine au-dessus des 60 fps de moyenne. La 4070 Ti est très légèrement en dessous par rapport à la 7900 XTX. Je trouve vraiment que la carte d'AMD se défend pas si mal que ça. Bien évidemment, la 4090 reste totalement intouchable ici, puisqu'elle est plus de 50% performante. On passe du côté de la consommation en 4K, et là, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué pour la 7900 XTX, et c'est très clairement un point faible par rapport aux cartes d'NVIDIA à l'heure actuelle, puisque la 7900 XTX c'est 390 watts de conso presque. Donc au niveau de l'efficacité énergétique, les cartes d'NVIDIA sont juste bien au-dessus, puisque comme on peut le voir ici, même la 4090 consomme moins en moyenne en 4K que la 7900 XTX pour 20% de performance en plus. Et on voit que la 4080 c'est quasiment 100 watts de consommation en moins, pour des performances très proches au final. Donc c'est vrai que du côté de l'efficacité énergétique, même par rapport à la génération précédente, on est à environ 20% d'amélioration. On est quand même assez loin des 50% qu'AMD nous avait annoncé à la base. Et une fois qu'on active le Ray Tracing en 4K, c'est encore plus compliqué ici pour la carte d'AMD qui reste avec une consommation de 390 watts, et là, elle est évidemment moins performante que les cartes d'NVIDIA, et même par rapport à la 6800 XT, l'écart générationnel au niveau de l'efficacité énergétique est pas franchement incroyable. Du côté de l'overclocking, je trouve que c'est quand même assez compliqué avec la XTX. Apparemment, avec les 7900 XT, on peut faire beaucoup mieux que ça. Ici, déjà à stock, c'est une carte overclockée, donc elle est normalement déjà légèrement plus performante que le modèle Made in AMD, qui n'est de toute façon plus trouvable sur le marché à l'heure actuelle. Et pour overclocker les 7900 XTX et XT, c'est quand même un petit peu galère, puisqu'il faut jouer avec l'undervolting et l'overclocking pour avoir des performances en plus. Ici, j'ai réussi à gratter environ 5% au maximum, ce qui est toujours ça de gagner, mais je trouve que c'est quand même un petit peu compliqué, et en plus la consommation s'envole, puisqu'on passe tout de suite à 422 watts de consommation pour environ 5% de perf en plus. Je trouve que ça vaut pas le coup. Alors dans l'ensemble, la 7900 XTX, je trouve que c'est quand même vraiment dommage qu'AMD ait raté son lancement en fait, car dans l'ensemble la carte est vraiment plutôt pas mal. En rasterisation, on est un petit cran au-dessus de la 4080. En Ray Tracing, alors on est plus au niveau de la 4070 Ti en moyenne, ce qui reste tout de même bien mieux que ce qu'on avait sur la génération précédente, et ici c'est très clairement exploitable, donc je trouve que du côté du Ray Tracing, c'est quand même largement mieux qu'avant. Alors après, pour le Ray Tracing, ça dépend aussi beaucoup des jeux, comme on l'a vu dans le test, sur Cyberpunk par exemple, ça reste quand même assez compliqué, même avec le FSR, là où sur Ratchet & Clank ou Spider-Man, les performances sont vraiment plutôt bonnes je trouve dans l'ensemble, donc on verra bien comment ça évolue par la suite de ce côté-là, mais je dirais que même les résultats avec les deux jeux Unreal Engine 5 du panel, c'est plutôt encourageant. On voit que ce soit du côté du raster ou avec l'humaine, la XTX s'en sort vraiment plutôt pas mal. Par contre, la 4090, ça reste quand même un bon 20% au-dessus en 4K en moyenne,
et plus de 50% en ray tracing, donc clairement AMD a pas loin d'une génération de retard sur Nvidia. Là où sur la génération précédente, je trouvais que la bataille RTX 3090 6900 XT était quand même un petit peu plus équilibrée. Puisque bon, actuellement, Nvidia a quand même l'avantage sur le hardware, sur les features, puisque le DLSS 2, ça reste quand même un meilleur upscaler que le FSR 2. Le Frame Generation n'a toujours pas vraiment de concurrent, et j'espère vraiment que le FSR 3 sera bon, mais ça rendrait vraiment la XTX encore meilleure. Donc j'attends de voir ce que ça donnera, mais il est temps que ça sorte aussi, puisque bon, le support dans les jeux, chez Nvidia, ça a quand même pas mal progressé du côté du DLSS 3, et AMD a quand même pas mal de retard à rattraper de ce côté-là. Et du côté de l'efficacité énergétique, c'est aussi clairement à l'avantage d'Nvidia à l'heure actuelle, là où les RX 6000 avaient l'avantage sur les RTX 3000 sur la génération précédente. Ici, la XTX Custom a une consommation similaire à la 4090 pour de moins bonnes performances, et la 4080 elle consomme quasiment 100 watts de moins. AMD nous avait annoncé 50% d'efficacité énergétique en plus vis-à-vis de RDNA 2. Alors, on est en progrès par rapport à la 6800 XT, mais on est plus aux alentours des 20% d'amélioration plutôt que des 50%. C'est quand même plutôt décevant de ce côté-là. Et une des questions que je me pose ici, c'est est-ce que ça aurait pas été tout simplement plus simple pour AMD de faire du RDNA 3 en monolithique sur toute la gamme, puisque bon, la 7900 XTX c'est une grosse puce, et clairement niveau spec, on est largement au-dessus de Navi 21, une puce de taille similaire, mais un doublement des transistors, une bande passante bien plus grande avec un bus mémoire qui passe de 256 à 384 bits, un cache amélioré, un nouveau process de fabrication bien plus efficace, tout ça pour se retrouver en face du GA103 d'Nvidia, qui est une puce bien plus petite, c'est pas vraiment idéal, et on n'oublie pas non plus que la 4080 n'utilise même pas la puce complète sur le GA103. Alors, même si la 7900 XTX avait peu de chances de battre la 4090, on aurait aimé qu'elle soit quand même bien plus proche de celle-ci que de la 4080, et ça aurait peut-être été le cas si celle-ci avait été en monolithique. Donc oui, c'est vraiment une belle prouesse technologique qu'ils aient réussi cette approche par chiplet, mais pour l'utilisateur final, en réalité on y gagne quoi? Les prix ne sont pas spécialement plus bas pour nous, et une puce de même taille monolithique aurait probablement eu moins de problèmes, moins de consommation, et sûrement de meilleures performances, et ça aurait sûrement permis de mieux justifier le tarif qu'AMD demandait à la sortie, tout en évitant sûrement pas mal de problèmes et de travail pour la team des drivers qui ont apparemment pas mal galéré avec RDNA 3 depuis sa sortie. Donc bon, j'espère vraiment que pour AMD, cette première étape du côté des chiplets sur les GPU, ce soit avantageux pour la suite, puisque bon, pour RDNA 3, c'est quand même un bilan plutôt en demi-teinte dans l'ensemble, même si le produit final lui-même est quand même loin d'être mauvais. La 7900 XTX, ça reste une carte avec d'excellentes performances dans l'ensemble. Et si on regarde ce qui se passe du côté des tarifs, alors si on regarde le coût à la frame avec les tarifs de lancement en dollars pour éviter les fluctuations de l'euro, ce qu'on peut voir, c'est que la XTX n'avait rien de vraiment incroyable. Elle était au même niveau de performance prix que la 6800 XT, 2 ans après, donc que ce soit Nvidia ou AMD, le gain générationnel en performance prix est quand même plutôt aux abonnés absents. Si on regarde le tableau avec les tarifs actuels en euros, alors ouais, les 7900 XT et XTX avec les baisses de prix sont en très net progrès, surtout vis-à-vis des RTX 4000 qui n'ont pas vraiment baissé de prix, en dehors des fluctuations du taux de change. Et si on regarde juste les puces de la génération actuelle, avec une baisse d'environ 20% chez nous depuis la sortie, c'est effectivement beaucoup plus concurrentiel qu'avant pour les cartes d'AMD. Mais si on regarde où se positionnent les 6950 XT actuellement, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué vu qu'on nous demande quand même 60% de plus pour 30% de performance. Ça fait quand même cher le pourcent de performance en plus. Et clairement, c'était aussi un des problèmes pour RDNA 3 à sa sortie. AMD était légèrement moins cher que les RTX 4000, mais de 1, ils n'ont pas vraiment le choix, vu qu'ils ont globalement un moins bon produit. AMD peut pas se permettre d'être aussi cher que la 4080 pour être intéressant. Donc les prix au lancement n'étaient pas spécialement plus gentils que ceux d'Nvidia. Imaginez si la 4080 était sortie à 1000 $, voire 800 $, ce qui restait 100 $ de plus que la 3080 à l'époque, AMD aurait été bien embêté avec son Navi 31, vu qu'ils peuvent pas en demander le même tarif que la 4080. Enfin, au final, Nvidia a permis à AMD de se positionner tranquillement juste en dessous. Le tarif de la 4080, c'était plus une invitation à pas se battre sur les tarifs, et les deux marques, au final, y ont trouvé leur compte. Il n'y a pas de bataille sur les prix, et c'est nous qui y perdons, puisque bon, il n'y a pas de gentil dans l'histoire, les deux marques ont fait exactement la même chose. Et ça, c'est sans même parler de la 7900 XT qui était un non-sens total à sa sortie. Mais bon, oui, on est d'accord, mettre 25% de plus pour une 4080 à l'heure actuelle, ça devient quand même compliqué vis-à-vis de la 7900 XTX, surtout si on n'accorde pas une grande importance au ray tracing ou aux technologies made in Nvidia.
Là, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué pour la 4080, vu que la XTX s'en sort pas si mal que ça dans les derniers titres en ray tracing. Et si le FSR3 est vraiment très bon, ben ça rendrait la XTX encore plus pertinente face à la 4080. La 4090, alors ça reste un petit peu un cas à part, hein, pour ceux qui veulent vraiment la meilleure carte possible à l'heure actuelle, ben ils y mettront l'argent quoi qu'il arrive. Je dirais que le meilleur produit peut toujours demander un premium, que ce soit rationnel ou pas en fait, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Le top du top, hein, c'est jamais vraiment un bon deal d'un point de vue performance-prix de toute façon, à part si on travaille avec la carte. Je dirais que là, c'est d'autant plus intéressant d'acheter le meilleur produit possible. Donc bref, cette 7900 XTX, ben, c'est plutôt du bon matos dans l'ensemble, et vu son positionnement tarifaire, ben, c'est quand même très compétitif avec la 4080, et vu que la XTX se rapproche de plus en plus du prix de la 4070 Ti, pour environ 100-150 balles de plus que la 4070 Ti, on a quand même plus de 35% de performance en plus en raster, des performances similaires du côté du ray tracing, on a 24 Go de RAM au lieu de 12, bah on a clairement des arguments en faveur de la XTX, et si son prix baisse encore et que le FSR3 se trouve être une plutôt bonne surprise, bah ce serait vraiment une carte très bien placée par rapport à la concurrence. Et c'est quand même plutôt dommage, je trouve, que le tarif n'ait pas été tout de suite à ce niveau-là, hein, puisque ça aurait permis d'avoir une sortie bien plus positive dans l'ensemble, et ça c'est un problème récurrent chez AMD dernièrement. La stratégie de sortir du matos 10-20% trop cher, se faire laminer dans les tests et baisser le tarif 3 mois plus tard, ben j'ai un petit peu de mal à comprendre. Le but ici, ça laisse une image négative pour des produits qui sont rarement retestés après les baisses de tarifs, et qui sont souvent en fait plutôt pas mal une fois que le tarif s'est stabilisé, comme c'est le cas ici. Et en ce qui concerne la 7900 XTX dans l'ensemble, alors ça reste une carte qui coûte très cher, mais c'est vrai qu'avec les baisses de prix successives, ben ça commence à être un petit peu plus intéressant. Et puis ben voilà, hein, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce test de la 7900 XTX, et on attend de voir maintenant ce que ça va donner du côté de Navi 32 et les 7800 et les 7700 XT qui devraient sortir dans plus très longtemps. Et puis comme d'habitude, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, ben n'hésitez pas à faire le truc pénible de YouTube, vous pouvez aussi passer par le sponsor pour acheter vos clés Windows, ça aide indirectement la chaîne à maintenir le sponsor justement, qui me paye plus que ce que me paye YouTube, donc c'est plutôt important. Et sinon, j'ai aussi lancé une page Ko-fi dernièrement, donc si ça vous intéresse, c'est dans la description de la vidéo. Sinon, bon, on a fait le tour pour aujourd'hui, je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, à la prochaine, salut!